Bonjour, donc je suis Irena Milosevic et aujourd'hui prof, du coup assistante à la HES en matériaux et nanotechnologie. Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le rôle des nanomatériaux dans l'innovation. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la dimension nano? Alors ici vous avez une petite frise avec les différentes échelles que l'on connaît, l'être humain, le papillon, la puce, un cheveu fait entre 40 et 100 microns. Ici, la réglementation dit qu'on va parler de nanoparticules à partir du moment où on est en dessous de 100 nanomètres. Donc 0,1 micron, donc soit 1000 fois plus petit qu'un cheveu finalement. Donc on est vraiment dans ce qu'on va appeler l'invisible, ce qui n'est pas vraiment invisible vu que si on utilise un grand microscope à transmission, un microscope électronique, on va pouvoir voir ces dimensions. Alors, pourquoi c'est intéressant les nanos? Là, il y a un exemple. Par exemple, si on a un cube d'1 mètre de côté, la surface totale du cube va être de 6 mètres carrés. Si maintenant vous divisez ce cube en petits cubes de 10 nanomètres de côté, finalement, au lieu d'avoir 6 mètres carrés, vous allez avoir 600 km carrés de surface. Ce qui veut dire énormément de possibilités pour utiliser ces nanoparticules dans diverses applications. On va pouvoir les fonctionnaliser, leur rajouter des fonctions afin de pouvoir les appliquer dans une application, afin de pouvoir les utiliser dans une application donnée. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler maintenant l'effet nano? Alors, l'effet nano existe même dans la nature. Vous avez notamment les pattes du gecko. Vous savez, ce petit lézard qui monte à la verticale sur les murs. Eh bien, les pattes du gecko, en fait, sont constituées de nanostructures, de nanofilaments qui vont augmenter la surface de contact avec le mur et qui va lui permettre de monter à la verticale parce que les forces engendrées sont énormes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la couleur structurale dans la nature. Vous avez notamment le morpho-blue, le papillon, qui doit sa couleur magnifique à la nanostructuration de ses ailes. Vous avez l'exemple ici sur la slide. Alors, pourquoi on parle d'innovation finalement? Parce que c'est déjà dans la nature, mais également, ça a déjà été utilisé depuis des milliers d'années finalement, ces nanoparticules. À l'époque, on ne savait pas que c'était des nanoparticules. Par exemple, vous avez la couleur de l'or que l'on retrouve dans une coupe romaine, donc archéologique, une fouille archéologique, une coupe romaine où, en transmission, on voit la couleur rouge. On parle de couleur de l'or parce que cette couleur rouge est due à l'incorporation des nanoparticules dans le verre. Donc, comme vous le savez, l'or est doré à l'état massif. Par contre, lorsque l'on divise et qu'on le rend à l'état nanoparticulaire, l'or prend des couleurs qui dépendent de la taille de la nanoparticule. Et un dernier exemple, c'est ce que je pense un petit peu tout le monde connaît, les ferrofluides maintenant, qui est un objet un petit peu design, où les nanoparticules, lorsqu'on va en dessous de 10-20 nanomètres, elles sont dans un état super paramagnétique, ce qui leur confère un petit peu des propriétés intéressantes qu'on va utiliser dans des applications biomédicales par exemple ou dans des objets de design comme ici. Alors quelles sont les innovations que l'on va retrouver pour les nanoparticules et quel secteur surtout? Eh bien dans tous les secteurs on va retrouver des nanoparticules. Dans le secteur biomédical on va retrouver des nanoparticules également dans nos vaccins. Alors j'ai pas envie de vous faire peur mais dans les vaccins qui ont été approuvés en Suisse c'est des nanotechnologies à l'intérieur. Les vecteurs sont des vecteurs nanolipidiques, donc c'est des nanoparticules qu'on vous a injectées dans le corps. Vous avez également des agents de contraste pour l'IRM, qui sont des nanoparticules d'oxyde de fer super paramagnétiques. Et vous avez également dans tous les tests rapides, la ligne rouge que vous voyez apparaître sur la ligne test, c'est des nanoparticules d'or finalement qui se sont arrêtées sur la ligne test. Donc les nanoparticules sont utilisées dans le domaine biomédical. Elles sont également utilisées dans le domaine environnemental. On va parler de nanofertilisants, de nanopesticides maintenant, qui sont beaucoup plus intéressants que les produits chimiques qui sont utilisés actuellement, parce que parfois ils sont également biodégradables. Vous avez des masques antivirales, antibactériens qui existent avec des nanotechnologies également à l'intérieur. On peut les utiliser également pour la dépollution de l'air, de l'eau. En ingénierie, on a des nanoparticules de SiO2 qui sont incorporées dans les roues pour éviter une usure prématurée des pneus. On les utilise également dans la construction. On va les utiliser également en tant que renforcement de matériaux parce que ça permet également de garder la transparence du matériau quand on utilise des nanoparticules. Et également, on les utilise dans les aliments.
Alors, quand on l'utilise dans les aliments et dans la cosmétique, on parle des crèmes solaires, il y a du TiO2 à l'intérieur. Maintenant, c'est de plus en plus réglementé. On va les utiliser en tant qu'additif alimentaire. On parle du E151, E171, E174, qui sont utilisés pour donner de la brillance à certains bonbons dragés, mais également sont utilisés comme fluidifiants. Donc, on en a également dans les médicaments, malheureusement, et dans les emballages alimentaires comme effet antibactérien. Alors, qu'est-ce que dit l'Europe là-dessus? L'Europe est en train de faire toute une réglementation là-dessus et il faut juste rester vigilant pour le moment. On n'a pas encore de réglementation claire là-dessus, mais notamment le TiO2 a été éliminé de tout ce qui est aliments normalement, ou bientôt. Alors maintenant, qu'est-ce que nous, on apporte à l'EPIA par rapport aux innovations nanotechnologiques? Nous, à l'EPIA, on va faire de l'ingénierie dans mon laboratoire. On va faire de la synthèse contrôlée de nanoparticules. Synthèse contrôlée, ça veut dire qu'on va synthétiser de nanoparticules de différentes tailles, de différentes formes. Donc ça, on est capable de le faire. Synthèse par micro-ondes, synthèse en utilisant des extraits de plantes ou de synthèse chimique. Ensuite, on va pouvoir les fonctionnaliser, c'est-à-dire qu'on va leur mettre des fonctions en surface afin de pouvoir les utiliser pour ce que l'on veut. Et on a une grande capacité de caractérisation des nanoparticules. Ensuite, les projets que l'on mène, nous, à l'EPIA, sont des projets pour la formation des nanocomposites, notamment des revêtements à base de composites pour améliorer leur dureté. On a également un projet sur la toxicité des nanoparticules qui sont utilisées dans les aliments. Et on a également des projets à venir sur les applications environnementales des nanoparticules. Merci de votre attention.